Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 juin 2022. Alors hier encore, nous avons affronté le monstre de la 24e avenue. Cette masse de documents, de livres, de DVD. Et nos estimations étaient erronées. Nous les avons sous-estimées. En tout, il y a, peut-être seront-elles revues à la hausse à nouveau, 15 000 documents, items, 10, 11 000 livres de tout genre, dont l'immense majorité n'a aucun intérêt, ainsi qu'autour de 4 à 5 000, plus 4 que 5, DVD. Et mon collègue et moi, à force d'extraire cette masse sombre, de documents, qui remplissait la pièce, comme vous avez pu le voir il y a déjà quelques jours dans une vidéo que j'ai postée, eh bien, nous devons aussi mettre ça dans des cartons, mettre ça dans des sacs, descendre 3 étages, remplir la camionnette. Et au terme de cet exercice, nous sommes épuisés. J'ai croisé René il y a 3 jours dans le métro par hasard avec sa femme. Et elle n'osait pas me dire à quel point, en fait plutôt, elle me disait à quel point René était épuisé. Mais qu'il s'en défendrait. Alors c'est une sorte de chez Weber de la librairie. Mes amis européens ne sauront absolument pas qui est chez Weber, mais on va rester dans l'énigmatique, on va rester dans le mystérieux de cette évocation. Et hier, il y a quand même eu un moment proustien. Ouais, vous allez me dire, je voulais vous montrer quelque chose, j'ai oublié. Un moment proustien, au milieu de cette masse informe, c'est quand la dame, la compagne du propriétaire de cette masse informe, a évoqué un souvenir, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs elle a évoqué ce souvenir, des bouteilles de Chianti qui étaient enroulées de paille, les plus vieux se souviendront de ça, et qui servaient d'objets décoratifs. Et dans ces bouteilles, on insérait une chandelle à l'intérieur du goulot. Alors, c'était une sorte de chandelier italo-rupestre. Et cette dame aussi m'a offert, bon, je ne l'ai pas pris là à ce moment-là, m'a offert une statuette de David par Michel-Ange. Hein? Vous voyez tout de suite de quoi il en retourne. Une petite statuette, haute comme ça. Et elle me confiait qu'ils avaient acheté cela à Paris lors de leur voyage de noces en 1967. Elle est passée de la bouteille de Chianti, enroulée de paille, au David de Michel-Ange. Et elle m'a dit cette phrase plutôt énigmatique: « Ce n'est plus mon genre, le David de Michel-Ange. » Je n'ai pas trop creusé la question, mais j'ai trouvé cette phrase étonnante. Ce n'est plus mon genre. Qu'est-ce à dire? Qu'est devenu son genre? Je ne saurais trop le définir. Et elle ne nous a plus observés descendant les 3 étages, nous disant combien elle nous enviait d'être
capable de faire cet exercice physique. Mais à quel prix l'avons-nous fait? Parce que nos corps, de la prospection, mais il y a le chargement de la cargaison également. Et je dois avouer hier, parce qu'en plus il fait très chaud dans cet immeuble, ce petit immeuble de la 24e avenue, qui est assez étonnant comme quartier, qui est un quartier qui a été construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a des maisons qui ont été offertes aux militaires qui avaient combattu sur le front lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'était une manière que l'État a eu à la fois de les remercier de leur participation à la guerre et une façon aussi de les remettre dans la société. Parce que beaucoup d'entre eux les guerres, pour qui les a vécues, c'est une expérience extrêmement traumatisante. À l'époque, on ne parlait pas de stress post-traumatique. Mais on se disait, une jolie petite maison pour fonder une famille, eh bien, ça pouvait panser les blessures. Il y avait quelque chose de l'ordre existentiel. On ne faisait pas appel à des psychologues, on faisait appel à des ingénieurs et à des constructeurs. Ce qui n'était pas bête au fond. C'était pragmatique et ça faisait sans doute son effet. Alors sur cette rue, la 24e avenue, on retrouve ce type de maison. Alors hier aussi, j'ai eu une très intéressante conversation avec Stéphane, qui lui arrive parfois d'écouter mes vidéos. Et il me disait combien il jugeait parfois certaines de mes vidéos comme étant de pures élucubrations. Celle où, entre autres, où je disais que le compagnon de la dame, son père ou son grand-père devait être cheminot à la SNCF. Il trouvait cette hypothèse saugrenue, non fondée, mais il concluait en me disant simplement que mes vidéos, c'était de la littérature. Ce qui est vrai, au fond. C'est de la littérature parlée, mais c'est de la littérature pareille. Et ce que j'aime bien, c'est que la plupart du temps, je ne sais absolument pas de quoi je vais vous entretenir. Et ce soir, c'est assez particulier, parce que je suis un peu éméché, car Fabienne et moi avons été dans un très bon restaurant, et nous avons bu passablement, plus qu'à l'accoutumée, car nous fêtons le 6e anniversaire de notre mariage. Nous sommes mariés le 16 juin 2016. Et une des raisons pourquoi nous avons choisi cette date, c'est à cause des chiffres. Le 16-06-2016. On trouvait que le 16-2016, ça sonnait très bien. Alors, cette apparition, cette présence du chiffre 6, 666, nous apparaissait du meilleur augure. C'est un jeudi, comme ce soir. Et notre mariage a été célébré dans un lieu, dans un restaurant historique qui s'appelait Les Filles du Roi, qui a été fondé aux alentours de 1966-1967. Bâtiment patrimonial du Vieux-Montréal. Et la célébration avait lieu dans une bibliothèque. Alors pour nous, c'était parfait. Les Filles du Roi, la colonie, la bibliothèque, lieu patrimonial, la Nouvelle-France. Bref, tout était parfait pour nous. Alors Stéphane, on échange beaucoup, lui et moi. Et c'est un fin lettré. Mais il me disait, nous nous désolions, lui, moins que moi, parce que lui, il a eu un maître haïtien, qui avait fait Normal Sup à Port-au-Prince, une école privée qui relevait du gouvernement français. Alors il avait été formé
de manière impeccable. Et cet Haïtien a débarqué au Québec et il a été catastrophé par l'état de l'enseignement. Et le premier poste de professeur qu'il a eu, je pense que c'est à Chicoutimi. Alors, Chicoutimi, c'est froid en tabarnouche. Et il lui disait combien il avait ressenti le froid. On passe de Port-au-Prince au quasi-Grand Nord québécois. Ça peut être une expérience assez traumatisante et le choc thermique peut être assez radical. Et en arrivant, il a trouvé le système scolaire absolument catastrophique, l'état de l'enseignement catastrophique, et à tout le monde, il avait envie de balancer un zéro bien pointé. Et ses collègues, qui eux avaient fait le séminaire, leur disaient « Non, 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 tu peux pas faire ça. » Alors, il a rehaussé la note de tout le monde. Et il savait le grec ancien, il savait le latin, ce prof, il savait l'allemand, il savait l'anglais. Il avait même vu Sartre, qui s'était rendu à Port-au-Prince. Et il racontait à Stéphane, « Sartre est assis à côté de moi, là. Tu te rends compte? Sartre assis à côté de moi. » Bon, là, j'imite Stéphane, mais il faut entendre Stéphane dire toute l'affection qu'il a eue pour son être. Et on se désolait, lui, il a eu ce maître-là qu'il a peut-être pas... En fait, peut-être ce maître-là ne lui a pas apporté tout ce qu'il aurait pu lui apporter. Et on se disait, au fond, que notre génération, celle née celle née dans les années 60, qui avait vu un tas de bouleversements dans le monde de l'éducation, l'arrivée des pédagogues plutôt que des enseignants, et la disparition que nous avons ressentie vivement, la disparition des maîtres. Pas que des mentors, des maîtres. Celui qui ne se préoccupe pas de faire ton éducation morale, mais qui s'évertue à te donner des bases solides de culture humaniste. Et que nous étions en quelque sorte des déshérités. Et ça me frappe à quel point j'allais dire presque cette trahison que nous avons subie, on en porte les séquelles en quelque sorte. Moi, je me considère comme un autodidacte, va sans dire, mais avec plein de trous dans ma connaissance, dans mes connaissances. Et trous que je ne cesse de combler, de colmater, laborieusement, quotidiennement, courageusement même. Mais c'est sans fin, ce travail de colmatage. C'est sans fin, et c'est épuisant. Et ce qui serait plus grave, c'est non pas de constater l'incurie, ce serait de renoncer à les colmater. Alors, coincé d'un côté entre une parfaite connaissance de son insuffisance et l'abandon du désir de colmater. Alors, je suis partagé entre la connaissance de mon état réel et l'impuissance qui en suivrait si je renonçais à remplir toutes ces brèches. Alors c'est assez douloureux. Et pour les plus jeunes qui ne savent pas, pour les plus jeunes, les générations qui viennent, pas juste celle qui vient derrière moi, mais l'autre avant, là, la petite vingtaine, il n'y a de maître nulle part pour eux. Ils ont affaire à des enseignants bien souvent qui les jugent mal, qui les jugent durement, qui jugent qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et qui vont leur proposer peut-être des solutions politiques à quelque chose qui est de l'ordre du culturel.
Alors, je ressentais vivement, en tout cas en discutant hier avec Stéphane, je ressentais cette mélancolie de ne pas avoir eu de maître. Et enchaînant ma réflexion, je me disais, moi qui n'a cessé de colmater les brèches, il m'est jamais venu à l'idée de transmettre quelque chose. Les efforts insensés qui sont les miens depuis l'adolescence pour me doter d'un peu de base, hein, comme si j'avais fabriqué moi-même ma propre base. Les efforts monstrueux qui sont les miens depuis 45 ans, je n'ai peut-être pas compris au fond, n'ayant pas reçu de la main de, de maître, je n'avais pas compris qu'au fond, c'était peut-être plus important de transmettre quelque chose. Je me suis toujours défendu d'avoir à transmettre quoi que ce soit. J'ai toujours voulu offrir de l'enthousiasme. Mais, mais peut-être qu'à quelque part, l'enthousiasme, oui, ça va de soi. Mais c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je pourrais transmettre à des jeunes de 20 ans qui font face à des défis inimaginables, économiques, environnementaux, sociétales. Qu'est-ce que je pourrais leur transmettre pour être capable d'avoir les outils pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, avoir des outils conceptuels pour pouvoir forger, forger leur propre capacité à créer des concepts, par exemple, comme dit Deleuze. Mais je ne suis qu'un libraire. Hein? Alors un libraire, c'est quoi? C'est quoi tel que je le conçois aujourd'hui, même si je prétends depuis quelque temps déjà, je n'en suis plus un. Je suis un lecteur qui s'assoit dans le fauteuil en arrière. C'est d'offrir un lieu, c'est d'offrir un espace de la parole, c'est d'offrir des livres où, où chacun pourra se bricoler une vie intellectuelle. Mais peut-être qu'à quelque part, j'aurais aimé leur offrir autre chose qu'un espace et autre chose que du bricolage. Leur offrir quelque chose que je n'ai pas eu, comme certains parents qui ont manqué d'amour et qui en donnent plein à leur enfant. Parce que justement, ils n'en ont pas eu. Comment devenir un maître quand on n'en a pas eu et quand on n'en a pas eu soi-même et comment offrir des outils quand on se les est forgés soi-même, outils maladroits, outils peut-être inadéquats même pour comprendre le monde. Alors hier, j'ai ressenti cette mélancolie, peut-être une petite pointe, une toute petite pointe d'envie face à Stéphane, qui lui parle du maître qu'il a eu avec enthousiasme. Il l'imite. Il y a des souvenirs qui sont liés à son enseignement, qui sont liés à sa personne. L'attachement, un véritable attachement d'un maître qui, au fond, lui a permis de s'extirper de sa condition et, somme toute, que ce maître lui a permis de se doter de certains outils intellectuels qui lui donnent quand même une assise, une assurance et également une compétence. Oh oui, je voulais vous montrer. Hier, j'ai évoqué dans cette vidéo improvisée sur le libraire d'occasion, dans son baraquement ukrainien, j'ai évoqué ce traducteur japonais. Je vous montre le livre, mais je vous en reparle demain, de Shinichi Ishikawa. Alors, je vous en reparle demain de Shinichi Ishikawa. Je vous remercie.
et à demain.